This conference will now be recorded. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce webinaire sur le gaspillage alimentaire du Rabat. Je vais commencer à vous expliquer un peu les règles pratiques du webinaire. Donc le webinaire est bilingue. Je présenterai en français, maar si vous avez des questions en néerlandais, als er vragen zijn in het Nederlands, mogen jullie die ook gewoon in het Nederlands stellen. Dan zullen die in het Nederlands beantwoord worden. Si vous posez vos questions en français, je vais bien sûr les répondre en français. On vous demande de couper vos micros et vos caméras. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser via la fonction chat qui est en haut à droite de votre écran, juste à côté les deux personnes avec le chiffre 25 dessus. Il y aura des moments donc pour poser vos questions et à la fin du webinaire, il y aura aussi encore plein de temps pour échanger et pour réagir sur les slides et les choses que je vais vous raconter. Qu'est-ce qui est la mission du Rabat pour ceux qui ne connaissent pas encore le Rabat? Donc le Rabat est le réseau des acteurs bruxellois pour l'alimentation durable. On a une organisation avec presque 100 membres, des organisations de tout type qui travaillent autour de l'alimentation durable. Ça peut être des distributeurs, des restaurants, des ONG, des consultants qui travaillent autour des différents axes de l'alimentation durable, l'agriculture urbaine, l'agriculture biologique, la santé et entre autres aussi limiter le gaspillage alimentaire, ce qui est la thématique d'aujourd'hui. Alors, après le webinaire, comme déjà dit, on va diffuser et les slides et l'enregistrement du webinaire et tout cela sera mis à disposition via le site du Rabat. Dans les slides, vous allez retrouver tous les liens vers les outils qu'on va présenter, donc vous pouvez les consulter vous-même pour plus d'informations. Et aujourd'hui, on va les parcourir rapidement. On ne va pas aller trop dans le détail de tous les outils. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les différents outils, expliquer brièvement comment ils fonctionnent. Et après, c'est bien sûr à vous de regarder quel est votre outil préféré et de contacter les personnes ou les organisations derrière les outils. Voilà, ça comme une toute petite introduction pour ce webinaire. Donc, quel est l'objectif? Premier objectif, c'est de vous aider à trouver l'outil qui vous convient le mieux pour mesurer votre gaspillage alimentaire. C'est une étape qui est très importante avant que vous pouvez commencer à réduire votre gaspillage alimentaire. L'étape de mesure va vous permettre de mieux connaître où se trouve exactement ce gaspillage et ça va aussi déjà être une première étape pour mobiliser votre équipe de travailler sur la thématique. Après, on a aussi quelques slides sur des solutions concrètes pour réduire votre gaspillage alimentaire. On montrera quelques brochures, quelques types d'accompagnement et aussi des autres solutions comme par exemple le don alimentaire. Alors, quels sont les sujets qu'on va discuter aujourd'hui? On va commencer avec les outils de mesure du gaspillage alimentaire. Après, quelques outils pour des solutions. Comment faire le don alimentaire? Quelles sont les structures d'accompagnement qui peuvent vous aider à réduire votre gaspillage alimentaire? Et on terminera avec des recommandations et des conclusions. Alors, les outils de mesure gratuites, il n'y en a malheureusement que un. Vous allez voir que la plupart des outils de mesure sont payants. On a essayé d'obtenir les prix pour les mesures payants, mais c'était très compliqué. Il n'y a pas de prix qui sont affichés sur les sites des mesures payantes. Et donc, malheureusement, on n'a pas des infos sur les prix. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les différents outils et vous allez tout de suite comprendre qu'il y aura des outils qui sont très haute technologie, qui seront un peu plus chers et il y aura des outils un peu moins compliqués, plus simples à utiliser et qui seront probablement aussi moins chers. Mais donc, on n'a pas des informations détaillées par rapport à ça, malheureusement.
Alors, le premier outil, c'est l'outil de cantine durable en Wallonie. L'outil a été créé par Bio-Wallonie et consiste d'un tableau Excel qui va permettre de encoder pour les différentes journées que vous voulez mesurer le gaspillage alimentaire, les différentes fractions de gaspillage alimentaire. Le tableau permet d'encoder 4 fractions: la transformation en cuisine, le gaspillage alimentaire de la post-transformation, donc qu'est-ce qui reste après le service, qu'est-ce qui est de retour assiette, hein, qu'est-ce que les personnes dans la cantine n'ont pas mangé, et vous pouvez même encoder les restes qui sont jetés des stocks, donc des produits que vous avez dû jeter parce que la date limite de consommation était dépassée, ou les fruits et légumes qui sont devenus mauvais parce que vous avez dû les garder trop longtemps en stock. Le fichier fait les calculs pour vous, donc il va calculer par exemple le pourcentage que les différentes fractions de gaspillage alimentaire représentent, et c'est vraiment un outil pratique si vous êtes un utilisateur de Excel et vous n'avez pas trop de soucis de travailler avec un tableau qui est bien fait, mais donc qui est peut-être un peu moins pratique parce que c'est difficile de travailler avec un tableau Excel en cuisine. Sinon, le grand avantage, c'est comme j'ai déjà dit, c'est qu'il est gratuit. Et le deuxième avantage aussi, comme déjà dit, c'est qu'il fait les calculs pour vous. Donc, c'est quand même un grand pas vers l'avant d'un système où vous allez juste noter vous-même vos gaspillages et vous devez faire les calculs vous-même. Ensemble avec ce outil, il y a aussi une petite brochure, mais ça, on va voir plus tard dans les slides. Alors, les outils de mesure payante. Là, on a un premier outil qui s'appelle WeKnow, et c'est un outil qui utilise la technologie d'intelligence artificielle, c'est-à-dire il y a une caméra qui est connectée avec une balance, et au début, il va falloir apprendre ce caméra de reconnaître vos gaspillages alimentaires. C'est-à-dire, vous allez jeter 1 kilo de tomates, vous allez mettre les tomates sur la balance, vous allez pousser sur le bouton tomate et WeKnow va reconnaître que ce sont des tomates. Après un certain temps, il ne faut plus pousser sur le bouton tomate parce que WeKnow aura appris que ce sont des tomates, et à ce moment, le pesage de votre gaspillage alimentaire va aller beaucoup plus rapidement. Comme déjà dit, la balance est inclue dans le système, et donc c'est une unité qui est relativement grand et qui permet donc de mesurer toutes les différentes fractions gaspillage alimentaire et qui, après quelques mois, fonctionne de manière autonome. Ça permet bien sûr un suivi journalier du gaspillage alimentaire. Il y a aussi des modules de calcul qui sont liés. Vous pouvez le lier à un coût financier du gaspillage alimentaire. Et donc, c'est un outil très, très précis si vous voulez mesurer votre gaspillage alimentaire. Je pense pas vous expliquer, c'est aussi un des outils probablement un peu plus cher vu la technologie derrière. On a une autre entreprise qui s'appelle Linkpad, qui travaille un peu d'une manière similaire, mais qui n'a pas le système d'intelligence artificielle. Donc, dans le système de Linkpad, vous avez aussi une balance qui est connectée avec un ordinateur, et la balance va peser les produits que vous allez jeter et vous allez devoir encoder le nom du produit que vous êtes en train de jeter. Le système existe en différentes tailles. Vous voyez là qu'ils ont des grands bacs de déchets pour les énormes gaspilleurs. Ceux qui jettent un peu moins peuvent se contenter avec une balance un peu plus petite.
Il y a aussi un système qui est uniquement une tablette. Ça, c'est vraiment pour des faibles volumes de gaspillage alimentaire. Ils ont aussi des guides et des webinaires pour vous aider à utiliser le système et pour vous donner des conseils pour réduire votre gaspillage alimentaire. Ils ont aussi un accompagnement des experts si vous voulez pour après la phase de mesurage du gaspillage alimentaire, si vous avez besoin pour réduire le gaspillage alimentaire. Waste Watchers, encore un autre outil qui travaille encore d'une autre manière et qui utilise plutôt une analyse in-out. Il regarde ce qui est acheté, il regarde ce qui est vendu et par rapport à ça, il fait une estimation du gaspillage alimentaire. Ce système est plutôt pour les supermarchés, mais peut être aussi utilisé pour les restaurants ou pour les bureaux où on consomme, par exemple, des fruits et des paniers de fruits pour les employés. Le système est donc pas connecté avec une balance. Ça veut dire que ça fonctionne d'une autre manière et donc l'encodage est aussi un peu plus compliqué. Il y a aussi un système de sensibilisation derrière et donc ils ont de l'expertise avec la réduction du gaspillage alimentaire et ils peuvent, après la phase de mesurage, vous aider avec des conseils. Un quatrième outil s'appelle Light Blue Consulting. Ici, on parle d'un système qui est surtout utilisé, qui est à destination des hôtels. Et la bonne chose de cet outil-ci, c'est qu'on peut l'utiliser gratuitement pendant 45 jours. L'outil est en gros une sorte de calculateur pour mesurer le gaspillage alimentaire. Il faut encore venir avec votre propre balance et après vous pouvez encoder les différents produits que vous avez jetés. Comme déjà dit, c'est très pratique pour les hôtels, c'est moins intéressant pour les restaurants ou les cantines et voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est vraiment pour un cible bien précis. Orbisk est le cinquième outil et ça ressemble surtout très fort au premier, à WeKnow. Ils utilisent aussi une caméra avec un système d'intelligence artificielle. Ici, le système est directement prêt à l'emploi, donc il n'y a pas ce phase d'apprentissage qui est nécessaire. C'est aussi connecté, bien sûr, avec une balance. Et comme tous les autres systèmes, ils ont des solutions après pour optimaliser l'approvisionnement, le processus d'achat, etc., etc. Et il y a un dernier outil qui s'appelle Food Tracker, qui est destiné plutôt à des petites cantines, qui est disponible sur smartphone et qui ne travaille pas avec des grammages. La spécificité de cet outil ici, c'est qu'on utilise l'expérience du cuisinier ou des personnes en service pour, à la fin de service, encoder les portions qui restent et donc on fait en gros une estimation des portions qui restent et on peut les encoder tout de suite sur le smartphone. Après une semaine, 2 semaines, 1 mois, c'est la période que vous voulez, vous pouvez extraire toutes les données que vous avez encodées dans un tableau Excel et après vous pouvez faire les calculs du gaspillage alimentaire à base du tableau d'Excel qui est envoyé à vous par email. Voilà, ça c'est un peu les outils de mesure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Non, pas de questions. Alors, je vais continuer avec ma présentation. Alors, les outils de solution, on va voir qu'il y a plusieurs outils de solution et on les a repartagés en fonction de type de secteur. On a des outils pour la distribution,
des outils pour des cantines et on a même un outil spécifique pour les crèches. Pour la distribution, on a un programme qui s'appelle Foresighty et qui est... Oui, dis-moi. Il y a une question ici. Donc, Weight Watchers ne peut donc pas distinguer la fraction comestible de non comestible, entre parenthèses coquilles, épluchures, os. Prend-il en compte le rendement de transformation, évaporation, etc. J'ai l'impression qu'ils le font pas. Moi, j'ai vraiment l'impression parce qu'on les a contactés, on n'a jamais eu des nouvelles de leur part, et j'ai l'impression que c'est vraiment un outil qui est plutôt destiné aux magasins ou des autres installations qui travaillent avec un système in-out. Dès que la transformation entre en jeu, je pense pas que c'est pris en compte par ce programme-là. Si ils vont nous répondre encore dans les jours à suivre, on peut l'inclure dans les slides, mais donc actuellement, on n'a pas plus d'infos, malheureusement, vu que leur manque de réactivité. Alors, je reprends avec Foresighty. Donc, c'est un programme qui va vous aider à prédire Pardon, il y avait quelqu'un qui m'a interrompu. Vous m'entendez encore? Maintenant, Oui. mais avant, non. Oui, on t'entend. Il y a Ok, ça va, très bien. Attends, je reprends. Donc, Foresighty va essayer de prédire les achats de vos clients. Pour ça, ça prend en compte des facteurs internes. Si vous avez des promotions, il y aura des plus. Il y a de nouveau plus de son. Ça reste bien sûr un système qui est un peu magique. Ça reste des estimations, mais je suis aussi convaincu qu'avec l'expérience qu'ils auront sans doute acquis via la vente de leurs outils et l'utilisation par multiples clients, que leur système sera de plus en plus peaufiné et que ça peut être une bonne aide pour les grossistes et les supermarchés. Donc, bien pour rappel, c'est uniquement un outil qui est là pour le secteur de la distribution. Alors, pour les cantines, on a multiples guides pour limiter le gaspillage alimentaire. On a pour commencer celle de manger de main. C'est le guide qui va ensemble avec le calculateur que je vous ai déjà montré, dans laquelle on explique un peu le fonctionnement du calculateur, mais il propose aussi des différentes méthodes pour mesurer le gaspillage alimentaire et il donne aussi déjà quelques conseils comment vous pouvez le limiter. Il y a le guide pratique cantine durable de Bruxelles Environnement. C'est un guide qui n'est pas destiné spécifiquement au gaspillage alimentaire, mais qui est là pour promouvoir l'alimentation durable dans les cantines. Donc, si vous voulez des infos pour des autres aspects d'alimentation durable, ce guide est vraiment pratique. Mais donc, il y a un chapitre lié au gaspillage alimentaire avec des conseils comment vous pouvez le limiter. Il y a le guide de bonnes pratiques de la région Nord-Pas-de-Calais qui était créé dans le cadre européen du projet Green Cook. Et donc, là, c'est peut-être le guide le plus extensif, qui est très long, qui prend en compte les différentes étapes du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire comment mesurer, comment motiver l'équipe, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre. Il y a aussi pas mal de liens intéressants vers des autres outils et ils parlent bien sûr aussi de leurs propres expériences. Donc, je pense que celle-là est peut-être le mieux fait et qui donne le plus d'infos pratiques comment gérer le gaspillage alimentaire. Il y a encore le guide du citrate qui va un peu dans le même sens, mais qui est beaucoup plus limité
et qui est beaucoup plus courte, la brochure, mais qui est fortement concentrée sur le gaspillage alimentaire en cantine. En cantine scolaire, pardon. Et pour toutes les cantines en général, il y a le guide de ADEME. ADEME est une institution fortement connue en France pour tout ce qui est thématique environnementaux. Et ils ont donc aussi un guide sur le gaspillage alimentaire. Le guide là n'est peut-être pas le document le plus large, mais dans le guide, il y a plein de liens vers des autres projets exemplaires qui ont eu lieu en France et qui ont des conseils, des histoires à raconter. Donc celle-là, je trouve aussi très bien fait, surtout qu'il fait le lien avec plein d'autres projets existants. Pour les crèches, Bruxelles Environnement a développé un outil bien spécifique pour les crèches, c'est-à-dire ils ont des fiches recettes dans lesquelles vous pouvez encoder vos grammages, mais qui permet aussi de recevoir du retour par rapport aux pas les enfants, parce que les enfants vont pas encoder le résultat dans le système, mais des péricultrices, parce que c'est eux qui vont voir si les enfants aiment bien une recette ou pas. Et donc, le système va permettre d'un côté noter si les enfants ont apprécié un repas et de l'autre côté vont noter s'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. Ça va permettre de peaufiner les grammages pour les différentes fiches recettes et ça va aussi permettre de tester si certaines recettes doivent être remplacées parce qu'ils ne sont pas appréciés par les enfants. À côté des fiches recettes, il y a aussi une procédure de congélation pour transformer les invendus et il y a un plan d'action générique avec des conseils spécifiques pour les crèches. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces solutions? Je vous laisse le temps de formuler vos questions. Sinon, ça sera pour après la présentation. Non, pas de questions. Ben alors, on va regarder comment on peut faire le don alimentaire. Pour le don alimentaire, on a trois parties. On a les règles d'hygiène et les recommandations AFSCA, parce que c'est quand même très important de les prendre en compte. Il y a aussi la réglementation sur la récupération du TVA, qui peut être intéressant pour les donateurs, s'ils peuvent récupérer le TVA. Ça fait que la perte financière sera moins grande de leur gaspillage alimentaire. Et il y a les organismes de dons à laquelle vous pouvez faire appel. Règles d'hygiène et recommandations de l'AFSCA. Il est bien sûr possible de recevoir des produits des produits qui seront normalement gaspillés, mais vous pouvez uniquement les accepter si on respecte les règles d'hygiène de base. Ça veut dire qu'il faut respecter la chaîne du chaud ou la chaîne du froid, c'est-à-dire si vous recevez les produits à 65 degrés, la température devait être restée à plus de 65 degrés pendant tout le transport. Si les produits étaient refroidis de manière hygiénique, c'est-à-dire dans une cellule de refroidissement rapide, où les produits n'étaient pas chauffés, ils doivent être transportés avec le respect de la chaîne du froid. Ça, c'est bien sûr pour les produits préparés. Pour les produits préemballés, il y a le respect pour la DLC. L'étiquetage doit être en ordre, donc les règles d'étiquetage restent d'application. C'est très important. Et l'association qui fait la collecte est responsable de venir avec un camion qui est adapté pour faire le transport des produits qui sont donnés. Je pense que je ne dois pas vous expliquer que ça dépend fortement du type de produit. Si vous avez des produits très périssables qui doivent absolument
être tenu à une température basse, comme la viande, comme le poisson, ben vous avez besoin d'une camionnette adaptée pour ce transport-là. Si vous allez purement faire la collecte des produits secs comme les pâtes, les riz, les biscuits, etc., ça vous pouvez faire avec une camionnette classique. Alors, il y a des assouplissements pour le don alimentaire aux organismes sociaux. Qu'est-ce qu'on entend par des organismes sociaux? C'est les banques alimentaires, les organismes qui dépendent des banques alimentaires, les organismes qui font du don alimentaire et ça c'est très important aussi, les entreprises économie sociale. Et les assouplissements sont quand même très importants et vont vous faciliter la vie. La première, c'est que la traçabilité est assouplie. On n'a plus besoin d'une traçabilité complète du produit, ce qui veut dire quand vous allez cuisiner avec les produits que vous avez reçus, il ne faut plus avoir la traçabilité complète, mais il suffit d'avoir une traçabilité au niveau des fournisseurs. C'est-à-dire que vous devez noter le jour que vous avez reçu les produits, le fournisseur de laquelle vous avez reçu les produits. Ça, c'est la seule traçabilité que vous devez faire. Donc, c'est un énorme assouplissement par rapport à une traçabilité complète et ça peut vraiment faciliter le don alimentaire. Il y a bien sûr aussi des règles par rapport aux DDM et DLC. Les produits DDM peuvent encore être donnés après la date DDM. Pour ça, le nombre ou le temps après la date DDM, ça c'est bien sûr décrit dans la circulaire de laquelle vous trouvez le lien juste en dessous. Pour la DLC, je pense que vous comprenez bien qu'on ne peut pas utiliser les produits après la DLC, mais on peut les congeler et donc on peut les congeler juste avant la date de DLC qui va permettre de prolonger leur temps de conservation avec 2 mois. Toutes les lignes directrices concernant les surgélations sont aussi mises dans la circulaire et vous pouvez les consulter là. Alors, il y a aussi des directives destinées aux opérateurs de l'ORECA. Là, on parle pour les repas qui sont à emporter. C'est très important que les emballages que vous allez utiliser doivent convenir à l'usage alimentaire, mais je pense que ça c'est quand même très très clair. C'est aussi le consommateur qui devient responsable dès qu'il prend les produits et c'est le restaurateur qui doit informer le consommateur sur les méthodes de conservation des repas, mais ça c'est un peu une obligation classique dans le HoReCa ou par exemple les magasins comme les bouchers. Alors, il y a aussi une réglementation pour la récupération de TVA et là, vous allez voir que la réglementation ou le cible pour cette réglementation est beaucoup plus restreint que pour les assouplissements de l'AFSCA. Ici, le cible, c'est uniquement les entreprises qui dépendent ou qui ont une reconnaissance des banques alimentaires. Et donc les entreprises économie sociale ne font pas partie de ce cible-ci. Et ils peuvent uniquement distribuer les produits gratuitement. Il n'y a pas de revente, uniquement le don gratuit des produits peut être fait si l'entreprise veut récupérer la TVA. Comment est-ce que le système fonctionne? Donc, une entreprise va donner ses produits à un organisme de don qui est donc reconnu. Vous faites une liste complète de tous les produits, c'est-à-dire les quantités et les références des produits. Si vous avez des dons réguliers, vous pouvez le faire de manière mensuelle, par exemple, mais il faut une liste complète de tous les produits qui sont donnés. À ce moment, l'entreprise qui a fait le don peut récupérer le TVA. Dans tout autre cas, donc si on ne va pas travailler avec un organisme de don qui est reconnu,
si on va revendre les produits, on peut pas récupérer le TVA. Donc c'est très important et la réglementation ne s'applique pas pour tout ce qui est boissons alcooliques. Donc vous pouvez pas accepter des dons des boissons alcooliques parce que ça ne va pas permettre à l'entreprise donateur de récupérer son TVA. Plus d'infos sur toute la réglementation se trouve bien sûr aussi dans les slides. Si vous voulez savoir comment vous pouvez récupérer des produits en pratique, il y a un guide qui a été créé pour un des premiers projets à Bruxelles de récupération des invendus. C'était un projet avec Atelier Groot-Eiland et le guide explique quelles sont les contraintes qu'il faut prendre en compte au moment de la collecte des invendus et quels problèmes purement pratiques qui peuvent apparaître. Je me souviens que dans une des premières semaines du projet, il y avait un problème de vol du chauffeur et on constatait que la liste de produits qui arrivaient chez Atelier Groot-Eiland n'était pas la même que les produits qui étaient donnés. Donc, tous ces petits conseils ultra pratiques se trouvent dans ce brochure et ça peut vraiment être une grande aide pour des organisations qui veulent commencer avec la récupération des invendus au sein des supermarchés. Alors, il y a des organismes de dons. Dans la définition d'organisme de don, on a pris très large. C'est peut-être pas la définition classique. On a pris toutes les organisations qui accueillent ou qui viennent chercher des invendus. Il y a aussi des organisations commerciales dedans, donc voilà, ne prends peut-être pas littéralement organisme de don parce que c'est vraiment vu du point de vue des supermarchés ou des restaurateurs. C'est pas vu du point de vue du travail de l'organisme, parce qu'il y a des organismes qui vont donner leurs invendus et il y a des autres organismes qui vont vendre les invendus. Donc c'est quand même très important de comprendre cette nuance. Le premier, c'est un site web qui s'appelle Bourse aux dons, qui est une sorte de plateforme de gestion pour tous les dons alimentaires et qui est là pour faciliter les dons alimentaires et qui est là d'un côté pour les entreprises qui veulent donner, mais aussi pour des organisations d'aide alimentaire qui veulent commencer à collectionner des produits. Le système a commencé à fonctionner il y a quelques années maintenant, est très puissante, a aussi des aides et des appuis logistiques. Donc, je vous invite vraiment de les contacter si vous voulez commencer avec soit de donner des invendus, soit de récupérer les invendus. Il y a le grand classique, on va dire, les banques alimentaires. Ils le font depuis, je ne sais même pas combien d'années. Il y a 9 banques alimentaires régionales en Belgique. Ils travaillent tous avec des bénévoles. La grande différence peut-être entre les banques alimentaires et la bourse aux dons, c'est que les banques alimentaires sont surtout spécialisées dans les produits avec une logistique lente. Vous voyez aussi le panier là, c'est tous des produits qu'on peut conserver plus facilement et qui vont pas périmer dans les jours à suivre. Et donc, ça c'est un peu spécifique aux banques alimentaires, c'est qu'ils travaillent moins avec des produits ultra frais. Ils le font, mais donc c'est pas leur métier de base. Par contre, la bourse aux dons, là, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez donner des invendus avec une DLC très courte, c'est possible aussi. Alors, les deux premiers que j'ai présentés, c'est vraiment des organisations caritatives qui font un don. Donc, leur cible, c'est les personnes en difficulté et ils vont distribuer gratuitement les invendus. Happy Hours Market ne distribue pas gratuitement les invendus, c'est une entreprise, c'est un projet commercial et donc qui se dirige vers un autre cible. C'est un cible des personnes qui veulent peut-être pas aller vers des organismes de dons alimentaires, mais qui veulent acheter les produits qui sont vraiment à la fin de vie. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils vont chercher les invendus au sein des supermarchés
Et tous les soirs, entre 7h30 et 21h, les invendus sont mis en vente via une application et vous pouvez après les collecter au sein des différents points de retrait. Il y a déjà quelques points de retrait qui sont mis sur les slides. Donc, c'est une autre manière de fonctionner, c'est un autre cible finale, mais je pense que ça pourrait être aussi une solution pour des personnes qui ont peut-être des freins d'aller vers des organismes de don. Alors, il y a Too Good To Go. Moi, je dirais que c'est uniquement d'application pour tout ce qui est invendu dans les supermarchés. Pour ça, le système de Too Good To Go fonctionne bien. De nouveau, c'est un organisme commercial, c'est une entreprise qui sont là pour faire des bénéfices et donc vous allez devoir payer pour les invendus. Moi, je suis personnellement pas un grand fan de Too Good To Go pour les restaurants parce que je le trouve très particulier que on peut encoder des plats en surplus. Normalement, un restaurant où les clients arrivent, ils n'ont jamais des plats en surplus et donc je trouve qu'ils avaient dû mieux rester avec l'application de base pour les supermarchés parce que pour les restaurants, ça me semble un peu de greenwashing et une manière de promotion alternative pour les restaurants. Voilà, mais donc, comme j'ai déjà dit, pour les supermarchés, ça reste un outil précieux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Dernière possibilité. Alors, je me lance dans les structures d'accompagnement de gaspillage alimentaire. À Bruxelles, il y a une organisation qui s'appelle Foodwin et qui a comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire. C'est une ASBL qui est très active dans le domaine, qui est composée de plusieurs experts et qui travaille sur différents types de cibles, les cantines, les hôpitaux, mais ils font aussi, par exemple, des plans gaspillage alimentaire pour des communes, où ils aident des communes à mesurer leur gaspillage alimentaire. Donc, ils essayent de travailler sur différents aspects et différentes cibles du gaspillage alimentaire. Et ils ont créé un Food Waste Alliance, qui est un réseau avec multiples acteurs qui peuvent vous aider à réduire votre gaspillage alimentaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce réseau? Parce qu'ils avaient vu que c'est très difficile d'accueillir toutes les compétences pour réduire le gaspillage alimentaire. Il faut avoir des compétences en Eureka, il faut avoir des compétences en transformation des invendus, des compétences en création de nouvelles produits ou recettes à mettre sur le marché. Et c'est pour ça qu'ils se sont associés avec des autres partenaires, notamment Atmosphere, Wow Food, Recup, etc., pour offrir encore un service qui est plus large au niveau d'accompagnement du gaspillage alimentaire. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils travaillent dans multiples langues, donc ils peuvent vous offrir des services en français, néerlandais, anglais et allemand. Je pense qu'avec ça, à Bruxelles, on a couvert la plupart des langues et donc vous pouvez contacter le Food Waste Alliance si vous avez besoin pour réduire votre gaspillage alimentaire. C'est la seule structure d'accompagnement spécifique qui travaille uniquement autour de la thématique gaspillage alimentaire. Il y a bien sûr encore des autres structures, mais qui n'ont pas la spécificité de Foodwin et qu'on ne va pas présenter ici. Mais il y a de plus en plus d'organismes qui ont un ou l'autre projet autour du gaspillage alimentaire et à laquelle vous pouvez aussi faire appel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, ben alors on va vers les recommandations. Et donc,
Les recommandations qu'on a mises sont très très générales. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que notre expérience nous a appris, c'est que chaque projet de gaspillage alimentaire est différent. Si c'est une cantine, si c'est un hôpital, si c'est un restaurant, si c'est un transformateur, ils ont tous besoin d'un accompagnement ou des conseils sur mesure pour pouvoir réduire leur gaspillage alimentaire. Donc, première chose dans toutes les étapes, c'est bien mesurer. Je pense que on a bien démontré qu'il y a pas mal d'outils pour mesurer le gaspillage alimentaire et c'est la première étape. On voit parfois des entreprises qui viennent avec des demandes du style oui, on gaspille beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais malheureusement, on peut rien faire sans qu'on sait ce qui est gaspillé. Donc, ça doit toujours être la première étape. Après, on peut travailler pour réduire le gaspillage alimentaire. Des statistiques sont un outil très puissant. On a aussi vu l'outil pour le secteur de la distribution qui essaye d'estimer les quantités de vente, qui est basé sur des statistiques et qui peuvent bien fonctionner pour déjà diminuer votre gaspillage. La même chose s'applique pour les cantines. Si vous connaissez vos plats qui ont un succès, vos jours à laquelle il y a le plus de clients, ça va aider à réduire le gaspillage alimentaire parce que ça va vous permettre d'adapter les quantités que vous allez cuisiner. Un troisième volet de recommandation, c'est sur les recettes. Malheureusement, je vois encore pas mal de cantines où on arrive et on constate qu'il n'y a pas de fiche recette, qu'on cuisine à l'œil, et ça, bien sûr, c'est la méthodologie parfaite pour avoir des grandes quantités de gaspillage alimentaire. Si vous cuisinez pour multiples personnes, c'est pas possible de le faire à l'œil et il faut suivre des fiches recettes et il faut aussi adapter les fiches recettes en fonction des besoins de votre cible. Je prends un exemple, on a toujours des fiches recettes standardisées avec des grammages standardisés pour les pâtes, la viande, les légumes, etc. Mais si on va vers une entreprise de cantine adulte et on a des personnes qui sont toute la journée au bureau ou on a des personnes qui font un travail physique, et les quantités qui seront mangées seront différentes. Et donc, les grammages qu'on voit souvent sur les différents sites web, les recommandations santé par rapport à ça, c'est des moyennes et qu'il faut les peaufiner, il faut les adapter en fonction de vos besoins. Il faut bien sûr aussi oser d'adapter les fiches recettes. Si vous avez testé la même recette 5 fois et vous avez toujours un grand gaspillage alimentaire, il est peut-être mieux de remplacer la recette au lieu d'essayer de continuer avec une mauvaise fiche recette. Alors, il y a aussi du matériel qui peut vous aider. Il y a par exemple la cellule de refroidissement rapide si vous avez des grandes quantités de gaspillage qui est très intéressant, qui va refroidir rapidement vos plats et qui va permettre de les conserver plus longtemps ou de les congeler. Une sous-videuse est aussi très intéressante dans certains cas pour bien garder les restants des plats. Et un outil peut-être très très facile, c'est un bon matériel pour le portionnement des services. On voit encore là aussi que parfois quand on sert les assiettes, on sert des énormes portions qui fait en sorte que quand on va mesurer le retour assiette, le problème n'est pas chez le client, mais est plutôt chez les outils. On prend une cuillère et la cuillère est simplement trop grande. On a trop sur l'assiette et le consommateur va malheureusement devoir gaspiller simplement parce qu'il n'arrive pas à manger son assiette. Des recommandations qui sont toujours efficaces, mais qui sont parfois très difficiles à comprendre par les cantines, c'est qu'on doit aussi diminuer la gamme et l'offre qu'on a parfois. Si on a une cantine d'entreprise avec trois plats du jour, 2 plats de pâtes, un salade bar chaud, c'est très difficile d'estimer quel sera le choix du jour du client.
Et donc, à ce moment, si vous allez diminuer un peu votre offre, ben, vous allez mieux orienter le client, vous allez mieux savoir quels sont les plats qu'il va bien aimer et vous allez diminuer votre gaspillage alimentaire. Il y a aussi bien sûr possible de réapprovisionner certains postes ou de clôturer certains plats à partir d'une certaine heure. C'est pas parce que la cantine ferme à 2 heures que tous les plats doivent être en offre jusqu'à 2 heures. Vous pouvez choisir à partir de, par exemple, 1h30, de réduire l'offre et comme ça déjà réduire aussi le gaspillage alimentaire. Resservir le salad bar, c'est aussi une très bonne pratique qui aide à limiter le gaspillage alimentaire parce que, comme vous savez très bien, dans la réglementation ASCA, tout ce qui est servi dans le salad bar, ben, à la fin de service, doit être jeté. Donc, réapprovisionner régulièrement, ça va aussi réduire le gaspillage alimentaire. Et dans la production, on peut aussi prévoir des plats qui sont faciles dans la préparation à la minute, qui permet de, quand on constate qu'on n'a pas assez cuisiné, de plus facilement et plus rapidement ajouter ou recuisiner encore quelques plats supplémentaires pour les clients. Voilà, ça c'était des recommandations très génériques. Comme j'ai déjà dit, on doit vraiment travailler cas par cas, mais ça peut déjà vous donner quelques conseils pour réduire votre gaspillage alimentaire. Alors, je vais vite faire les conclusions et après on prendra le temps pour des questions. La conclusion est très simple. Je pense que vous avez déjà vu des dessins similaires. La première chose qu'il faut essayer, c'est d'éviter de gaspiller. C'est bien de mettre en place des systèmes de transformation ou de dons alimentaires, mais la base doit être la prévention. Comment est-ce qu'on peut réduire au maximum notre gaspillage alimentaire? Après, il y a bien sûr la transformation pour consommation humaine. Ça peut être via une transformation en interne de l'entreprise, ça peut être via un don alimentaire. Et pour moi, ça c'est vraiment les trois solutions qu'il faut choisir. Toutes les autres solutions, ça peut être une alternative dans le cas qu'il n'y a vraiment pas d'autres solutions, mais ils sont quand même beaucoup moins efficaces. On peut les utiliser dans l'alimentation pour bétail, des matériaux pour l'industrie. On peut les utiliser comme fertilisateur après une compostation. Donc voilà, il y a des autres solutions, mais qui sont quand même largement inférieures à la réutilisation pour consommation humaine et la prévention. Voilà. Je vais juste encore terminer avec le fait qu'on a un helpdesk au Rabat. Donc, si vous avez encore des questions par rapport au webinaire ou par rapport aux thématiques générales de l'alimentation durable, n'hésitez pas à nous contacter. Et je peux déjà vous dire que notre prochain webinaire sera sur la réglementation ASCA. Et ça aura lieu, Héloïse, tu peux m'aider, j'ai oublié la date. Ça aura lieu bientôt. Ça aura lieu le 18 mars. Et alors, je tiens à préciser aussi que cette présentation ne sera pas filmée. Donc, elle ne sera pas repartagée après sur la chaîne du Rabat, tout simplement, voilà, parce qu'elle est donnée par l'AFSCA, qui est une autorité gouvernementale et qui souhaite avoir la mainmise sur leur contenu. Ok, très bien. Merci Héloïse. Ben, alors, on est arrivé au moment des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, on espère de vous revoir rapidement à un prochain webinaire. Et donc, on va vous envoyer les slides et les slides seront publiés sur le site web du Rabat. Alors, on a une question. Donc, concernant les outils de mesure, en pratique, les opérateurs ont-ils réellement le temps de peser tous leurs invendus? Cela me semble prendre beaucoup de temps pour des opérateurs qui en manquent souvent. N'existe-t-il pas un logiciel
qui peut estimer la masse plus efficacement sur base de photos ou vidéos par exemple? Il n'existe pas, à notre connaissance, des autres logiciels. Maintenant, les logiciels qu'on a montrés avec l'intelligence artificielle, ça va relativement vite, hein. Donc, tu mets l'assiette sur la balance, l'ordinateur ou la caméra va tout de suite reconnaître les aliments qui sont dessus et vous pouvez le mettre directement après dans la poubelle. Donc, c'est quand même des outils qui permettent de rapidement mesurer des grandes quantités de gaspillage alimentaire. Il y a aussi l'outil, le deuxième qu'on a montré, qui a un grand bac dans lequel vous pouvez verser des grandes quantités d'invendus et donc qui permet de mesurer à plus grande échelle. Est-ce qu'il y a des autres questions? Vous pouvez aussi allumer votre microphone et poser votre question si c'est plus pratique pour vous. Voilà, on restera encore quelques minutes ici, mais sinon, je vous souhaite encore une agréable fin de matinée. Bonjour, j'avais peut-être un point à ajouter, mais c'est peut-être pas une question, c'est juste une remarque. Moi, je travaille au CPSDC pour la récupération d'invendus alimentaires. Oui. Et je me rends compte qu'en fait, la présence de Too Good To Go impacte directement la récupération d'invendus alimentaires. Donc, le fait que des partenaires comme des supermarchés utilisent Too Good To Go, ça fait en sorte que les associations caritatives bénéficient de 3 ou 4 bacs bleus directement en moins en termes de dons alimentaires. Donc après, si c'est pour plus d'éthique, moi je trouve ça plus intéressant d'éviter directement de passer par tout ce qui est commercial, donc Too Good To Go ou Happy Hour Market, et directement faire des dons auprès des associations caritatives ou les banques alimentaires, quoi. Donc voilà, c'est pas une question, mais plutôt une remarque, quoi. Oui, mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Du question éthique, c'est mieux de travailler avec des banques alimentaires et des organismes de dons alimentaires. Maintenant, on sait tous très bien aussi que la logique commerciale est parfois difficile à éviter. Et je pense que si une entreprise ne veut pas donner gratuitement, mais ils peuvent revendre via un système de Too Good To Go et Happy Hours Market, ça peut aussi avoir un plus-value, mais c'est bien sûr moins éthique qu'un don pur vers un organisme social. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole, même si vous avez une remarque comme Guillaume. C'est toujours bienvenu d'avoir des autres voix dans le débat. Bon, s'il n'y a plus rien, je propose qu'on va clôturer ici. Dernière possibilité, et sinon ça sera via le helpdesk du Rabat sur info@rabat.be. Vous pouvez toujours aussi encore poser toutes vos questions.